Bonjour, je me présente, Mahdal Fouad, étudiant de la faculté des sciences biologiques, master de recherche deuxième année. Mon projet de fin d'études est sous le thème de la cytométrie en flux, son intérêt et ses applications en biologie médicale. Donc ce qu'il faut savoir que la cytométrie en flux, c'est une technique quantitative et qualitative qui permet la mesure des cellules et des paramètres physiques comme la taille. On sait, on connaît tout ça. Il nous faut votre projet, sinon on va rester 2 heures pour les racheter. D'accord, le cytomètre en flux est composé de 3 systèmes principaux. Projet, qu'est-ce que tu veux faire? L'objectif? 2-3 minutes. Donc, l'objectif de travail, le laboratoire de la biologie et santé de la faculté des sciences BEMSIC vient de recevoir un cytomètre de flux BD Accuracy C6. Donc le but de travail, c'est la mise en point et la prise de main de cet automate. Donc pour l'étalonnage, pour la compensation, pour être appliqué dans les différents types de déficits. Projet de recherche, vous allez l'étalonner. Non. C'est un autre projet de recherche. C'est celui-là, c'est la prise de main de son L'automate est pour être appliqué dans la classification des déficits immunitaires primitifs et ainsi. C'est 3-4 mois de... Donc on est juste dans l'initiation, on est juste dans la prise de main. Et à ce sujet, donc, il y aura une collaboration étroite avec l'observatory qui va faire un petit peu, parce qu'il y a déjà l'automate qui fonctionne. C'est comme ça on saura qu'il y aura deux endroits pour pouvoir faire. 3, parce qu'on va vous donner un malade, on va voir si c'est les mêmes échantillons. Donc c'est bien, C'est les mêmes échantillons. Là, il vient juste en stage au labo. On est juste dans l'initiation. Après, c'est les mêmes échantillons de travailler. Je ne sais pas, justement, il faut qu'on voit c'est quoi l'objectif. Travailler dans le. je faut laboratoire. Non, de la personne de l'objectif. Parce que moi, je sais pas, ça va être. Ça fait 3 minutes, ça l'heure. On attend l'objectif. C'est ça l'objectif. On vient de recevoir un automate. Tu as une méthodologie de recherche? La méthode. Comment tu vas faire? Premier mois, vous allez prendre la pipette. Le deuxième mois, vous allez mettre du sérum. Le troisième mois, vous allez mettre quelque chose. C'est ça? C'est quoi la méthode? On va faire une étude, c'était 40, c'était 40. Tu as les marqueurs, tu as les c'était 40. Non, pas encore. Comment tu vas avoir ça? Dans le semestre de recherche, le semestre 4. Il vient juste de faire l'initiation, on est juste dans l'initiation. Déjà, je vois que le titre ne va pas avec l'objectif de commentaire. Écoutez les commentaires. Déjà, je vois que le titre du travail n'est pas en... C'est pas vraiment le travail que vous faites, parce que c'est soit une validation de méthode, soit je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire exactement. C'est une validation de la méthode dans le laboratoire. De la biologie et santé, de la faculté des sciences. Là, c'est des 40 ligands. Non, parce que s'il n'a pas de sujet qui est clair, après il va être perdu dans intérêt et application en biologie médicale. En fait, le grand titre là, il va avec un petit article qui va être rédigé après. Il faut qu'il ait une idée claire sur son travail. Qu'est-ce qu'il va faire exactement? On va laisser les masters peut-être après. Donc ça fait, c'est tout ce que tu as à nous dire. Bon, on a compris, ils sont prêts à collaborer. Donc tu as besoin des syndromes hyper-IgM, nous avons une spécialité riz. On peut te donner 1 ou 2 malades de temps et c'est d'un parcours, nous sommes en temps de service, il faut que ça réussisse. Il faut que le cytomètre de la fac marche. Ok? Des commentaires, mes chers amis? 1 minute. Pas plus de commentaires. C'est bon, non comme des diapositives comme ça, c'est pas du live. Là, il faut bien le comme ça, ناشفة. ما كاينش اللي بقى فيه الحال اللي يبكي لنا لا كده يلا تفضل ديريكت Oh, ok, désolé. Oh, voilà. Vous voulez faire tout ça? Mais il te faut 35 ans. Non, 5 minutes, ça me suffit pour... Non, 5 minutes. En 5 minutes, tu vas faire 35 ans, on va voir ça. Biologie moléculaire en biologie clinique. C'est un pays là? Oui, au Maroc ici. D'accord. Salam alaikum.
Donc, je suis Leila Cabré, étudiante en master de recherche biologie et santé à la faculté des sciences BEMSIC. Et donc, mon projet de fin d'études aura pour objectif majeur l'apport de la biologie moléculaire à la biologie clinique. Bon, c'est vrai que le temps est assez court, mais je tiens à remercier déjà le professeur Saleh El-Hadj et le professeur Bousfiha pour votre disponibilité et puis voilà, de nous avoir permis de participer à ce congrès. D'accord, l'intitulé de mon projet de fin d'études, l'étude des principales techniques de criblage des mutations mises en œuvre. Vous lisez ce que vous êtes en train. Très difficile. C'est le titre seulement de l'intitulé du diagnostic moléculaire du syndrome hyper-IgM chez les patients de l'unité d'immunologie clinique de l'hôpital Ibn Roch de Casablanca. Bon, je passe. D'accord. Ok. D'accord. Donc en réalité, les objectifs du travail, c'est la mise au point des techniques moléculaires dans le syndrome hyper-IgM. Et donc dans un premier temps, on va procéder à l'extraction de l'ADN. Et cela va consister à comparer les techniques classiques avec le sel et les techniques avec le phénolchloroforme. Et par la suite, nous allons amplifier les gènes CD40, CD40L impliqués dans cette pathologie au Maroc. Voilà. Et donc c'est l'objectif majeur. C'est bien, moi j'ai une demande directe maintenant, aujourd'hui, bravo parce que c'est très bien pour nous, qui va beaucoup aider. Nos patients, nous avons quelques malades, donc pas de problème, vous pouvez faire un... Alors, les doctorants, on aura besoin qu'ils partent un peu une ou deux fois chez toi pour voir un peu comment vous organisez l'extraction. D'accord, ok. Pas de problème. On est là justement pour avoir ces gens. Donc, toutes les personnes qui vont rester avec nous, ils vont aller dans un service de génétique médicale, laboratoire, mais avant, ils vont certainement passer quelques jours avec le professeur Saleh. Merci. Le professeur en extraction. D'accord. Attention. Ils vont aussi visiter aussi pour voir quand tu leur as mis au point pour l'automne. On a besoin de cet avion pour décoller. Pour mettre un bon prix en attention. On a envoyé les cas. Tu vas te retrouver en thèse après. Inch'Allah. Vas-y. Tu vas trouver ton... Donc, qui est-ce qui peut présenter un Ça, c'est pas notre problème. Tu n'as pas trouvé, ça serait. Voilà, le suivant. Moussago, auto-anticorps. Restez à la fin. Tu n'as pas trouvé, c'est ton problème. Attention. Attention. Vas-y. Désolé, La présentation, elle est là? pas encore. Elle n'est pas encore non plus. Donc, qui est-ce qui est là? Qui est-ce qui est sa présentation? Prends n'importe quelle chose qui est ouverte. Leila, je suis Celui-là? Non, celui-là. Celui-là. Bon, on va passer au suivant. Présentation, voilà. Ok, c'est bon. Et les maladies auto-immunes. Et une autre? Oui. Ok, parfait. Bon, ben, on avance un petit peu. À tous. Oui, ah oui, c'est vrai que c'est vraiment dangereux. Soit il faut mettre. Ça fait partie des chaînes. Il faut allumer l'autre ordinateur. C'est le PC ou c'est le. Voilà. Tu as déjà perdu 2 minutes, madame, il te reste 3 minutes. Bonjour, donc je vais présenter mon projet de thèse
qui est en fait dont l'objectif est la corrélation clinico-immunologique des auto-anticorps des maladies auto-immunes, en particulier la sclérodermie, les auto-anticorps de la sclérodermie. Et donc pour la méthodologie, après avoir recruté des patients du service de médecine interne du CHU de Casablanca, on a deux méthodes pour la détection et l'identification de ces auto-anticorps. Donc la détection par immunofluorescence sur cellules HEP2. Et donc s'il y a cas de positivité, on aura trois aspects de fluorescence, soit moucheté, homogène ou bien nucléolaire. Et pour l'identification de ces auto-anticorps, on va faire une technique immunodote. Donc on aura des bandes de lait où il y a des antigènes qui sont les auto-anticorps et le sérum des patients dilué selon la littérature au 1/200. Voilà. Et donc pour les conclusions perspectives, donc on s'attend à avoir une corrélation clinico-immunologique afin de suivre l'évolution de quelques maladies pour la détection des auto-anticorps qui est une partie des critères du diagnostic et des perspectives génétiques, essayer de trouver les gènes responsables du déclenchement de la maladie. Voilà. Merci. Technique d'immunofluorescence est déjà au point ou... Non, pas encore. On va la mettre au point d'abord. Normalement, elle va utiliser, si j'ai bien compris, elle va utiliser des tests diagnostiques. Parce que la technique d'immunofluorescence sur HEP2, c'est des kits commercialisés. C'est des tests de routine. C'est des tests de routine, mais l'objectif, c'est le suivi et la place de chaque anticorps qu'elle va retrouver dans l'évolution des patients. En fait, il y a deux groupes d'anticorps pour la sclérodermie. Il y a ceux qui sont des nouveaux anticorps là, avec des classifications. Et ça, ce qu'on va acheter, c'est Salam alaikum. Chers auditeurs, je vous présente mon sujet qui concerne la prédisposition génétique aux mycobactéries, ou ce qu'on appelle al-qabiliyya al-wiratiyya al-mutafattirat, ou les mycobactériennes. Parce qu'il existe des personnes qui ont une susceptibilité, une sensibilité aux mycobactéries au terme général, même à ceux qui ne sont pas normalement pathogènes, comme la BCG qui est utilisée dans les vaccins. Ces patients ont ils ont des anomalies dans ce qu'on appelle l'immunité antimycobactérienne qui est médiée par l'axe interleukine 12, interleukine gamma. Interleukine 12, interféron gamma, pardon. Mon objectif est de faire une mise en place du test fonctionnel de l'exploration de l'axe interleukine 12, interféron gamma, puis d'identifier cette prédisposition dans une population marocaine, puis faire une étude rétrospective. La deuxième, c'est une étude prospective, et pour la troisième, c'est une étude rétrospective des cas déjà identifiés à Casablanca. Ces patients, ils vont prévenir de l'unité d'immunologie clinique. Ces patients vont prévenir de l'unité d'immunologie clinique des départements, ou ce qu'on appelle, c'est pas département, service des maladies infectieuses, CHU, hôpital Abdelrahim Harouchi, CHU Ibn Rushd, ou à travers nos collaborateurs dans le Maroc. Nous allons inclure tous les patients, enfants ou adultes, avec des infections à mycobactéries typiques ou atypiques, confirmées ou très probables. Selon ce protocole, il y a les patients qui ont des infections mycobactériennes répétées. On va tout d'abord exclure l'infection à VIH. Si le test est positif, on va donner le diagnostic et prescrire le médicament. Sinon, on va chercher un déficit immunitaire classique. Si le test est positif, on va évoquer le diagnostic et donner la prescription médicale. Sinon, on va passer à un niveau plus profond, c'est explorer l'axe interleukine 12, interféron gamma. Si le test est positif, on va passer au séquençage des gènes candidats qui sont connus
pour localiser l'anomalie et donner la médication adéquate. Sinon, on va passer à l'analyse de l'exemple. Pour les résultats attendus, on va identifier des patients avec des anomalies fonctionnelles de l'axe interleukine 12 interféron gamma, identifier et localiser des mutations dans les gènes connus de la MSMD et trouver d'autres gènes qui sont associés avec cette susceptibilité. Et merci. C'est bien, c'est clair, je trouve. Enfin, c'est surtout. Ça me semble faisable en plus. Quand tu dis mycobactéries typiques, tu penses même t'intéresser à la tuberculose par exemple? Oui. D'accord. Donc là, il y aura beaucoup. Tu vas avoir beaucoup, tu risques de recruter beaucoup plus de patients que de patients avec des mycobactéries atypiques. Et en fait, si moi j'ai juste une question, si tu peux revenir sur la diapo d'avant, s'il te plaît. Tu as oublié le mot collaboration avec Emmanuel et son équipe, hein, c'est important. C'est une évidence, Qu'est-ce que tu entends par positif quand tu vas explorer l'axe 12 gamma en fait? Positif, ça veut dire quoi? Positif, ça veut dire qu'il y a un défaut dans la réponse à l'interféron gamma ou à la réponse à l'interleukine 12. C'est ça. C'est un défaut, mais parce qu'en fait, quand on dit positif, ça pourrait donner l'impression que ça va être que ça va marcher, que tu auras une production de 12 ou de gamma. Alors en fait, non, positif, c'est-à-dire. Le positif, en l'occurrence, ça veut dire que tu attends à ce qu'il y ait un défaut de production de l'un ou de l'autre. On peut juste faire avec. Le test est positif et le dosage est négatif. Voilà. Oui. Exactement, c'est ça. Tu es bien incubé, bien hébergé. C'est un grand incubateur pour projet de recherche. Il y a une remarque très importante, professeur. Je dis que normalement le test ne sera que déficit. Si vous avez un problème de déficit de récepteur de l'interféron gamma, on va avoir un problème de le test. Non, le test il permet de. Mais il y a d'autres tests, d'autres anomalies qui prédisposent mais qui ne sont pas révélées par ce test fonctionnel. Mais le récepteur d'interféron gamma, il est révélé par ce Parce qu'en fait, quand on fait dans le test, j'imagine que vous faites toujours BCG seul, BCG plus 12 ou BCG plus gamma. Oui, gamma. Et donc dans les gamma récepteurs vont être. On ne va pas avoir d'augmentation de la production P40 ou P70 dans le cas de BCG plus interféron gamma. Alors maintenant, il y a des défauts, par exemple les défauts statins. Ne sont pas particulièrement détectés dans ce test, même en BCG plus interféron gamma. Parce qu'ils ne sont pas particulièrement détectés. Donc, effectivement, ce n'est pas complet, mais comme quand vous séquencez les gènes, s'il n'y a rien, vous repartez vers l'exome, dans ces cas-là. Bon courage. Merci. Dans l'inclusion infection mycobactérienne, est-ce qu'il vous faut une preuve bactériologique ou juste ce qu'on appelle... Dans la méthodologie, il a dit confirmé ou probable. Parce que chez l'enfant, c'est très difficile de confirmer. Mais un faisceau, oui. Un faisceau est quantiférant, un faisceau d'éléments, bactériaux, quantiférants et tout ça. Et en général, on n'arrive pas à avoir une confirmation pour les formes sévères. Parce que tuberculose l'enfant, surtout, elle est... Comment? Donc, est-ce que les critères d'inclusion vont être... Il faut les préciser. Oui, c'est pas tous les malades. C'est les critères contexte épidémio-clinique, paraclinique. Si on a le BK, PCR, quantiférant, c'est bon. Si on n'a pas, on va inclure quand même des malades. Quantiférant, il ne permet pas de détecter toutes les mycobactéries? Bien sûr, bien sûr. Bada, il va me dire le BK. Bada. Ce qui est bien. BCJ, c'est clinique, tu vois, c'est à côté de la vaccination, la date de la c'est comme ça partout dans le monde, même dans l'équipe d'Emmanuel, on ne peut pas confirmer. Est-ce que le fait d'avoir un PCR des mycobactéries de tuberculose? Parce que ça, on sait qu'on est complexe. Comment? Le PCR de tuberculose, on peut les faire? Des mycobactéries de tuberculose. Il y a des tests, il y a des... On peut les faire. C'est bien, c'est important. Donc pour les autres mycobactéries, nous avons un grand problème de confirmation microbiologique, bactériologique. Et donc là, ils peuvent nous aider par les PCR pour les autres mycobactéries. C'est bien. C'est bien. Hein? Donc demain, le lundi, tu feras tes rapports avec à 14h. Tu vas contacter le téléphone. C'est bon. Bonjour, je suis Nouma Bouanani, professeure assistante en hématologie clinique oncologie pédiatrique à l'université Mohamed VI. Permettez-moi de vous présenter le résumé de mon protocole de travail intitulé hémophagocytose lympho-histiocytaire, profil clinique, immunophénotypique et
génétique, sous les directives de mon maître, professeur Bousfeha. On a choisi comme sujet les hémophagocytoses lymphohistiocytaires ou HLH, vu que ce sont des pathologies très intéressantes, question d'actualité. Il a connu beaucoup de progrès en matière de diagnostic et thérapeutique, véritable urgence où la mortalité est très élevée. Malheureusement, au Maroc, elle est sous-diagnostiquée. D'une part, peu de médecins font le diagnostic à temps, et même pour ceux qui font le diagnostic à temps, il n'y a pas de plateforme adéquate pour bilanter les malades. Malheureusement, au Maroc, on n'a pas de données épidémiologiques concernant les HLH congénitaux ou acquis. D'où le but de faire ce travail et dont l'objectif est d'établir le profil épidémiologique des HLH au Maroc, analyser le profil immunophénotypique et étudier les anomalies génétiques des formes familiales. Concernant la méthodologie, on va procéder par une étude transversale descriptive étalée sur 2 ans, incluant tous les patients qui ont un syndrome d'activation macrophagique ou HLH et qui répondent aux critères de Jonca 2004, et on va inclure les patients âgés de moins de 15 ans. Bien sûr, après avoir l'autorisation du comité d'éthique et le consentement des patients, on va recruter les patients essentiellement de l'unité d'immunologie clinique pédiatrique ou P1, mais également les autres services de pédiatrie, notamment la pédiatrie 3, l'hématologie 20 août et les services de réanimation. Et on va procéder par des tests du laboratoire, notamment les tests immunologiques qui vont permettre de mettre en évidence l'expression de la perforine ou la dégranulation des natural killers par cytométrie en flux, et faire la recherche de mutations génétiques pour les HLH familiaux. Et au bout de ce travail, nous espérons définir les données épidémiologiques des HLH congénitaux et familiaux, d'autant plus congénitaux et acquis, d'autant plus que nous sommes un pays où il y a beaucoup de consanguinité, donc beaucoup de maladies héréditaires, donc pour pouvoir avoir des chiffres et instaurer une plateforme pour pouvoir bilanter ces malades, notamment la cytométrie en flux, et connaître les mutations génétiques les plus fréquentes dans notre contexte. Et je vous remercie. Les tests fonctionnels, c'est essentiellement cytométrie de flux. Il n'y a pas d'autres tests? C'est un marqueur spécifique de la perforine. Je salue le professeur Bakouri, qui vont, bien sûr, dans le cadre du projet de recherche, acheter les marqueurs qu'il faut. La perforine. La perforine, il faut que ce soit de routine pour soulager nos laboratoires. Ensuite, les autres choses. Là, le laboratoire. Licia, je ne sais pas, est-ce qu'on va prioriser ce qui rentre dans le cadre des critères diagnostiques d'abord, parce qu'on n'a pas encore les CD25 solubles, on n'a pas de tests fonctionnels DNK, et après on pourra rajouter des tests parce que de tests de dégranulation et de tests à la perforine. Justement, CD25 solubilisés, je pense que la première attention, ça va être plus simple, non? Le CD25 soluble, c'est plus simple, parce que c'est un test ELISA, mais il y a un problème de demande. Quand on n'a pas assez de demande, c'est pas du tout rentable comme test. Dans la routine, parce que par cytométrie, la perforine, tu peux l'identifier. Ça va être demandé beaucoup. Donc ton laboratoire va acheter ça. Merci. Pour les autres, on est prêt à acheter. C'est un bon... La perforine, est-ce que c'est un test qui c'est dans les formes familiales? C'est pas vraiment pour le critère, pour le diagnostic des HLH, non? Étiologique. Par contre, si on veut déjà poser le diagnostic des HLH, il faut démarrer par le test fonctionnel des NK. On va faire tout ça. D'accord. On va l'acheter nous. Encore du point de vue argent. On ne va pas reporter argent. Priorité pour le diagnostic. D'accord. Et aussi, parce que l'autre aussi, ça va nous aider. Très dans le diagnostic, si on a positif. Perforine, oui. On est d'accord. Non, on fait... Je crois que pour tous les malades, on doit chercher, parce qu'on a décrévé des HLH chez l'adulte. Familiaux? Familiaux aussi? Oui, et pour se déclarer à n'importe quel âge. D'accord. Parce qu'elle a limité l'âge à 15 ans, donc si c'est les formes familiales. Est-ce qu'il y a des formes familiales chez l'adulte? Son malade, il a une tuberculose, OBV, il a fait HLH, c'est pas familial. Plus souvent même, les
Les achillages héréditaires, ils sont déclenchés par une infection. Donc il faut faire pour tous les malades. Je m'étais posé la question aussi, et puis la même question. Et puis après, je me suis dit, bon, je comprends de limite, c'est un projet de thèse, donc il faut commencer avec une population dans laquelle on a plus de chances de trouver des formes génétiques. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, je ne vais pas poser la question, parce que moins de 15 ans, c'est logique. Mais en réalité, vous aurez aussi des formes, des adultes avec des formes génétiques. Oui. Comme vous l'avez dit, avec la consanguinité, les maladies héréditaires, ça peut aussi s'exprimer à l'âge adulte. Mais enfin, c'est surtout, effectivement, plutôt en pédiatrie que la probabilité est plus élevée de trouver des formes génétiques. On va faire entrer les deux. Tout est vrai. Non, juste pour les critères cliniques, enfin les critères du HLH 2004, là, du protocole, c'est des critères assez simples en réalité. Nous, par exemple, à l'écart, on n'utilise pas le CD25 soluble. Donc, on n'est pas absolument... enfin, on fait le diagnostic... si on a déjà les autres critères. Comme on le fait en clinique, c'est pas la peine de perdre d'argent. C'est pas absolument nécessaire. Il faut avoir 5 critères sur 8, des critères majeurs, des critères mineurs, etc. Mais ça, c'est essentiellement clinique et biologique simple. Et ensuite, des granulations. Alors, des granulations, c'est très utile. L'expression de la perforine, c'est très utile aussi. C'est le premier gène, enfin, c'est par argument de fréquence. Et puis, vous n'avez pas cité, enfin, dans les tests immunologiques, vous êtes passé relativement vite. Quel test immuno pour aller? C'est l'expression du HLA-DR très fortement exprimée sur les CD8. Les lymphocytes activés. Les lymphocytes activés, c'est ça. Parce que ça, c'est très fort pour évoquer une forme primitive. Quand vous avez un pourcentage très élevé de lymphocytes TCD8 qui expriment fortement le HLA-DR. D'accord. Par rapport aux formes acquises ou secondaires, où l'expression du HLA-DR est beaucoup moins forte. Quand vous dites un pourcentage très élevé, ça veut dire au-delà de 20% de HLA-DR bright, enfin high. Sur le CD8. Vous dites au Maroc et après vous dites c'est à Kazan, le recrutement. Est-ce que vous pouvez voir avec les autres villes comme ça pour avoir plus de malades? Oui, Rabat, Marrakech. Parce que normalement le centre d'immunologie clinique de Casablanca c'est un centre de référence en général. Il y a ça et puis bon, il y a l'hématologie. Et tu as oublié son service. Dans son hôpital, tu n'as pas mis ton hôpital. Mais je suis d'accord. Surtout, nous allons voir Kili Amina, son équipe. À Belfast, l'hôpital militaire, ils ont beaucoup d'achillage à Belfast. Oui, Sarah Ben Miloud, tu connais Afes? Oui, bien sûr. Donc tous tes collaborateurs, c'est pour ça qu'on peut... nous avons beaucoup de malades. Oui, Madame Benajiba, oui. Donc au Maroc, c'est tout ça. Je voir avec eux. Prenez des adultes. Alors, tu as la chance, une chance formidable. C'est que Mizan a beaucoup écrit et beaucoup publié dans ce domaine. C'est aussi son sujet de thèse. Et donc, il te connaît maintenant, il ne va pas te refuser conseil. Et parmi les grands conseils, il nous dit essayez d'inclure aussi bien l'adulte. D'accord. Donc, quel que soit l'âge, l'adulte, quel que soit l'âge, ou bien. Je propose qu'on. D'accord. C'est la même remarque que Mme Aylan. Déjà, je te dis que chez l'adulte, c'est vraiment plus méconnu que chez l'enfant. Oui, exactement. Donc, adulte. C'est pour les informer, c'est un de réanimation. L'enfant et l'adulte, d'accord. Très bien. Bonjour. Voilà, je vais vous présenter brièvement un descriptif de notre projet de thèse. C'est une étude, bien sûr, clinique, biologique et génétique pour explorer un syndrome lymphoprolifératif avec auto-immunité. Donc, ce travail est dirigé par professeur Bousfiha. Oui, toute l'équipe. Donc notre objectif aura un impact déterminant sur la détection de nouveaux cas, vu qu'il y a peu de cas, vu que cette pathologie est sous-diagnostiquée au Maroc. Bien sûr, pour établir un profil étiologique de l'ALPS au Maroc en réalisant une étude immunogénétique. Alors, tout d'abord, on va procéder par le recrutement des patients du service d'immunologie clinique, d'unité d'immunologie clinique. Aussi, l'unité donc P3, c'est l'unité d'hémato-oncologie pédiatrique, du CHU de Casablanca, et aussi de différents services d'hématologie, bien sûr, des différents CHU du Maroc.
C'est des maladies cousines un peu. Alors, bien sûr, pour explorer donc un ALPS, on doit tout d'abord se baser sur les différents critères de diagnostic. Je passe ou bien je parle de ces... Donc bon. D'accord, c'est bon. Après avoir évoqué donc, un ALPS, bien sûr, on passe à l'étape de l'analyse biologique et immunologique. Donc, tout d'abord, c'est un dosage de sous-population lymphocytaire pour savoir le taux donc, de cellules lymphocytes T double négatif, bien sûr, par la technique de cytométrie de flux. Aussi, un dosage sérique de vitamine B12, un dosage des immunoglobulines, et aussi un dosage plasmique de l'interleukine 10 et de face ligand soluble. Bien sûr, la deuxième étape, c'est une étude génétique pour déceler l'anomalie génétique et bien sûr le type de mutation qu'on a. Donc, bien sûr, un séquençage qui est précédé donc, par une extraction d'ATN à partir du sang périphérique. Bien sûr, nos réalisations attendues, c'est de mise en point de bien sûr des techniques fonctionnelles et aussi d'une exploration technique, et sans oublier bien sûr la publication des différents articles, donc une revue de la littérature et aussi des articles pour publier les résultats. Merci pour votre attention. La plateforme technique est reconnue en cours. La plateforme technique est là et fonctionne. Là, en fait, en pratique. Là, nous faisons diagnostic. Nous avons le double T négatif, alpha. Alpha, bêta, A. Nous avons ce problème. Donc, et bientôt, on l'aura chez Sarah là-bas. Deuxièmement, maintenant, il y a un marqueur, un CD, je ne sais pas comment, pour le FAS. Alors là, il faudrait l'obtenir rapidement. 95 ou 89. Je dois parler d'un CD. C'est 95, ça. Mais tu vois qu'elle va encore la 35 dessus. Tu vois encore. Mais tout a été bloqué au départ, ça va parce qu'on a la ce de ça va servir. C'est 95. Ça fait le film. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a trois étapes. Il y a l'exploration primaire pour le diagnostic lui-même. Et l'enquête étiologique qui peut être immunologique par le FAS et qui doit être génétique. C'est ça son projet. Ce qui est plus important, c'est le recrutement. Le recrutement. Monsieur Jaoui a parlé, je crois, de 40% parmi les syndromes d'Evans. Il faut chercher les syndromes d'Evans dans tout le secteur de Maroc et faire cette population avec alpha. On dort bien sûr de la présence d'immunosuppresseurs. On doit être à 3 ou 4 semaines après l'arrêt de traitement. Parce que les corticoïdes, dès que. Maintenant, on n'a que 4 ou 5 malades. D'accord. Sur les 600 là, on va avoir 100. Bonjour tout le monde. Mon sujet de thèse, c'est les maladies auto-inflammatoires et en particulier le déficit en mévalonate kinase. Du fait qu'il présente l'une des maladies les plus fréquentes. Et donc, comme objectif de travail, donc tout d'abord, c'est la caractérisation clinique, biochimique et génétique du déficit en mévalonate kinase au Maroc, l'évaluation du dosage de l'acide mévalonique dans les urines, l'estimation du coût du plateau technique et également l'évaluation du rapport bénéfice-coût de cet essai. Et également la mise en place du dosage génétique par la recherche des mutations au niveau du gène NDK. Donc pour cela, on va procéder dans une phase rétrospective par le screening des malades déjà dont les cas sont déjà enregistrés et également par le recrutement de nouveaux malades au niveau des CHU selon des critères d'inclusion, à savoir des fièvres récurrentes qui dépassent 3 épisodes avec un intervalle et une CRP supérieure à 40 et en excluant les infections et globalement les maladies auto-immunes. Donc après diagnostic et dépistage, il y aura le dosage de l'acide mévalonique dans les urines qui sera utilisé uniquement pour une confirmation et
la sélection des patients pour passer à l'étape génétique pour la recherche des mutations. Donc, comme résultat attendu à présent, il y aura une publication sur la caractérisation globale de ce déficit au Maroc et également la mise en place de la technique génétique. C'est tout, merci de votre attention. Bonjour tout le monde, donc c'est Daji Asma, doctorante en première année. Donc j'ai le plaisir de vous présenter mon projet de recherche intitulé La prédisposition génétique aux infections bactériennes. Donc l'objectif de ce travail, c'est en fait de rechercher les bases immunitaires et génétiques de la prédisposition aux infections bactériennes, notamment le pneumocoque. Donc en fait, une infection bactérienne sévère ou récurrente et indicatrice d'un déficit immunitaire héréditaire qui peut être un déficit immunitaire héréditaire classique ou un nouveau type de déficit immunitaire héréditaire qui vient d'être identifié il y a quelques années et qui touche essentiellement l'immunité innée, donc à savoir les déficits du système de complément, les déficits au niveau de la voie de signalisation NF-kappa-B, l'IRAK4, le MAID88 et le complexe de l'OBAC, donc les mutations génétiques qui viennent d'être identifiées au niveau de la molécule OIL1, OIP qui forme ce complexe. Donc, dans le cadre de ce projet, plusieurs services peuvent mettre à notre disposition leurs patients, à savoir tous les services de pédiatrie de CHU au niveau de Casablanca, également le service des maladies infectieuses de l'adulte, le service de dermato, de pneumo et également de médecine interne, donc y compris les CHU hors Casablanca, donc on a Rabat, Fès et Marrakech. Donc, comme critère d'inclusion, donc toute infection bactérienne documentée sera incluse. Donc, une culture hémoculture positive, une PCR positive pour confirmer bien sûr la présence d'un germe. Donc, pour la méthodologie qu'on va suivre, donc premièrement, donc la première étape consiste en fait en l'élimination des déficits immunitaires classiques. Donc, un bilan immunologique classique sera réalisé, donc qui comprend bien sûr l'échographie abdominale, NFS, sous-population lymphocytaire, un dosage des immunoglobulines, un DHR test. Donc, dans le cas où on a un bilan immunologique classique normal, donc on passera à une deuxième étape qui est en fait l'étape essentielle de ce travail, l'exploration de l'immunité innée. Donc le système du complément sera exploré par les deux tests, CH50, la P50. Des tests fonctionnels seront réalisés pour explorer des déficits au niveau de la voie de signalisation NF-kappa-B, donc des cultures cellulaires, des simulations par des agonistes et également des dosages d'interleukine. Par exemple, dans le cas de déficit en IRAK4, on va surtout doser l'interleukine 6 et le TNF-alpha. Donc ensuite viendra l'étape finale, c'est l'étape génétique. Là, on va séquencer les gènes qui nous intéressent. Donc, comme réalisation attendue, donc en fait un article global pour vulgarisation qui concerne les infections bactériennes et les défauts de l'immunité innée. Donc là, on peut bien sûr inclure des petites mises au point de quelques techniques et ensuite d'autres articles qui concernent d'autres cas de déficit bien précis, par exemple le cas de déficit d'IRAK4, les déficits en complément. Et merci pour votre attention. Bonjour, chers maîtres. Permettez-moi de vous présenter mon sujet intitulé « L'Euroclass chez les patients ADICV au Maroc ». Mon objectif sera en gros de vérifier et de comparer l'Euroclass chez les patients marocains, si il va être adapté à nos patients marocains ou non. Voilà. Nos patients seront recrutés au sein de services de médecine interne, aussi de provenance de tous les CHU au Maroc et aussi à travers nos collaborateurs maghrébins. Nos critères d'inclusion sera tout d'abord d'éliminer la VIH, de voir une hypogammaglobulinémie, mais il faut exclure toutes sortes d'hypogammaglobulinémie et avoir une CD19 supérieure à 2%. Pour l'exploration, on va commencer par une électrophorèse, puis un dosage des immunoglobulines IgG, IgM et IgA. Après, on va faire un phénotypage des cellules B, T et des cellules B et T et des cellules NK. On va ensuite séparer les cellules B naïves et les B mémoires avec le dosage des CD27 et des IgT.
Et on va finir par faire un dosage des T naïfs mémoire et activé par les CD45RA, les CCR7 et l'HLADR. Les résultats attendus. Voilà. Nos résultats attendus sont tout d'abord de faire un article de vulgarisation sur le DICV. On souhaite aussi de collecter une bonne série de DICV avec un DICV confirmé. Nous pensons que le profil de DICV au Maroc sera différent par au moins 2 paramètres. Tout d'abord, les DICV liés à une anomalie génétique au Maroc, on va voir une fréquence plus élevée due au fort pourcentage de consanguinité et aussi une sévérité de fréquence des manifestations cliniques dues à une méconnaissance de diagnostic. Et enfin, on va pouvoir répondre à la fameuse question, est-ce que l'Euroclass peut être adapté aux patients marocains ou non, ou il faut créer une classification maghrébine? Et merci. Merci, Paola. Commentaire? Tu peux nous dire en 2 mots qu'est-ce que l'Euroclass, ça classifie comment les CVID, comment voilà. Juste pour si tout le monde sait ce que c'est l'Euroclass. On va classer on va prendre les manifestations cliniques avec le phénotypique. Non, mais c'est-à-dire que ça va donner des CVID qui ont. Ça va donner. Est-ce que c'est un score pour donner une probabilité de diagnostic de DICV? Ou est-ce que parmi les patients qui ont un DICV, ça classifie des malades plutôt infectieux purs, plutôt KID, plutôt... Voilà, c'est une corrélation entre des données des sous-populations de B avec principales manifestations cliniques, soit le profil infectieux, soit le problème des splénomégalies, soit de l'auto-immunité. Donc on va les classer en 3 groupes, c'est ça? Et ils ont trouvé une corrélation entre le profil. Je crois qu'il y a 4 groupes dans la classe. 4 groupes. Ouais. En fonction du profil, il y a le mémoire. Switch. Et chaque groupe est associé à une manifestation dominante. Donc au niveau de ces groupes-là, il y aura ensuite des projets de recherche, pas chez nous, mais non pour nous. Et là, on va faire ce qui a été publié en 2016. On va essayer de voir s'il est adapté à notre contexte. C'est-à-dire, est-ce qu'on a les mêmes groupes? Est-ce qu'on a une corrélation entre le profil phénotypique et ces 4 manifestations? Et justement, en fait, ma vraie question, c'était, qui découle de ça, c'était, vous aurez probablement plus de malades déficit immunitaire combinés au Maroc, enfin au Maghreb, que ce qu'on voit comme hier, les absences de B, on a vu hier en Maghreb. Et c'est là où peut-être ce serait intéressant de faire de la génétique pour ces malades-là, les KID. Parce qu'on a parlé beaucoup de génétique dans tous les projets de recherche jusqu'à maintenant, et c'est normal. Et là, je trouve que ce serait peut-être intéressant, dans les peut-être, ou en tout cas dans les perspectives, d'ajouter... La génétique, à la fin, on a dit, on doit essayer de voir... Ah, bah pardon. Non. Si tu l'as dit, tu l'avais écrit? Non. Non, mais peut-être tu l'as dit. Et dans ce cas-là, je n'ai pas été tout à fait... je n'ai pas écouté parfaitement. Non, le objectif, malgré tout, de ce projet, tel que je l'ai compris, mais en tout cas, c'était de vérifier si effectivement les critères utilisés pour classifier les patients en CVID sont les mêmes pour le Maghreb par rapport à ce qui risque d'être, ce qui est une première question vraiment importante, puisque du coup, effectivement, il faudra ensuite, soit ça va être les mêmes, et puis c'est les mêmes, soit c'est pas les mêmes, et du coup, quels critères ne sont pas nécessaires par exemple dans le Maghreb par rapport à l'Europe, ou au contraire sont nécessaires, etc. Je pense que tant que ça ne s'est pas fait, aller à la question génétique, on s'entend, la question génétique c'est forcément le but ultime, mais c'est extrêmement prématuré, puisque du coup il n'y a pas vraiment une bonne connaissance de l'incidence des CVID au Maghreb, au Maroc et évidemment généralement au Maghreb, et je pense que c'est des choses qu'on peut commencer à gérer en parallèle quand déjà une partie de ça aura été... D'accord. Je suis d'accord. Mais de toute manière, vous allez trouver ils vont trouver des critères combinés là-dedans, et donc dans ce petit groupe dans le groupe, c'est idéal. Ce serait intéressant de voir s'il y a par exemple des PIC3M1, PIC3CD, CTLA4, LRB1 et ICO, etc. Tout ce que Claire Fieschi nous a donc c'était vraiment quasiment ancillaire, c'est-à-dire
accroché à ce projet principal qui est très intéressant. Bonjour, je m'appelle Barad Bouchara, je suis résidente en dermatologie. Donc, notre travail de thèse va s'intéresser aux infections cutanées et aux muqueuses chroniques, en particulier le Candida albicans en premier lieu. Donc, l'objectif principal sera d'étudier donc la prédisposition génétique à ce type d'infection dans la population marocaine. Donc, nous allons procéder comme suit. Donc, ça sera une étude prospective. Donc, nous allons inclure les patients de la consultation de dermatologie et de pédiatrie au CHU de Casablanca initialement. Puis, nous allons donc recruter des autres CHU donc par la suite. Donc, dans un premier temps, nous allons donc éliminer tous les déficits immunitaires acquis, tout ce qui est HIV, tout ce qui est grossesse, tout ce qui est immunodépression post-médicamenteuse. Par la suite, nous allons chez ces patients réaliser un premier bilan donc, de déficit immunitaire que nous allons mettre de côté. On va commencer par la NFS, les dosages des sous-populations lymphocytaires, le dosage pandéral, que nous allons mettre de côté. Donc, si le bilan est normal, par la suite, chez cette catégorie de patients, nous allons par la suite faire des tests fonctionnels, donc des tests de culture, de simulation. Nous allons nous intéresser à étudier l'axe de l'interleukine 17. Et puis par la suite, nous allons nous intéresser à la génétique. Nous allons séquencer certains gènes que nous allons spécifiquement chercher, notamment le STAT1 gain de fonction en premier. Et puis les autres, déjà publiés. Donc ce que nous voulons de ce travail, c'est de trouver, d'avoir une idée sur cette prédisposition génétique au Maroc et pourquoi pas retrouver de nouvelles mutations qui n'ont pas été encore publiées. Voilà, merci. Alors dans les critères d'inclusion, il faut quand même, par rapport à la CMC, c'est pareil, est-ce que c'est la CMC, enfin je ne dis pas ce qu'il faut faire, c'est juste qu'à aller voir, mais est-ce que c'est la CMC seule, est-ce que c'est la CMC associée avec d'autres critères, avec d'autres manifestations cliniques, si oui, lesquelles? Parce que là, c'est compliqué, la CMC, c'est extrêmement compliqué. Parce que 70% des malades ont d'autres bactéries, voilà. Mais le plus souvent, la candidose, c'est le premier plan. C'est le premier plan, non, tout à fait. Ce que je veux juste dire, c'est que, par exemple, les CAR9 ne sont pas particulièrement impliqués dans la CMC. C'est la dermatose ou c'est vraiment des infections. On a des fongiques au début, pas candidats. Donc on va même inclure les dermatophytes. Ce que je veux juste dire, c'est que par là, c'est que quel que soit vos critères, il faut être bien clair dans sa tête sur les critères d'inclusion pour derrière, en fonction des résultats que vous avez, effectivement orienter vers un. Oui, si c'est un CMC, mais effectivement il y a une autre infection, il y a une dermatite. Ça va clairement être CAR9. Dans le titre, c'est fongique. Je crois qu'il a dit. On va s'intéresser au candidat albicans et aux dermatophytes. Ce sera les infections fongiques. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Il ne faut pas dire essentiellement candidat dans D'accord. D'accord. Parce qu'on va inclure les cardinal et les dermatophytes. Il y a déjà deux malades, je crois, qui sont suspectés dans le service de dermatologie. Très bien, super. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Wijdam Biliba, étudiante en deuxième année master de recherche biologie et santé à la faculté des sciences BMSIC. Mon sujet de recherche il est intitulé sur l'exploration des auto-anticorps anti-glutamate acide décarboxylase chez les enfants diabétiques de type 1 au sein du service d'endocrinologie pédiatrie CHU Casa. Alors je vais sauter tout ce qui est des généralités. Alors, il existe plusieurs marqueurs humoraux du diabète de type 1, notamment les auto-anticorps tels que les ICA, les anti-îlots de Langerhans, les anticorps anti-tyrosine phosphatase et les anticorps anti-insuline, également les auto-anticorps anti-transporteurs de zinc et dernièrement l'auto-anticorps anti-GAD sur lequel je vais travailler en raison de la grande importance de ces auto-anticorps. D'ailleurs, de nombreuses études ont montré la présence de ces auto-anticorps. Non, c'est juste pour vous montrer la grande importance de cet auto-anticorps. Alors, elle est présente dans les sérums des patients chez 70 à 80 personnes. Et donc, la GAD, c'est une enzyme qui réalise... c'est pas la peine. D'accord. Alors, l'objectif...
l'objectif de notre étude, c'est une étude préliminaire pour le dépistage des anticorps anti-GAD chez les enfants consultants HE-CASA suspectés de diabète de type 1, en comparaison avec une série de patients diagnostiqués de diabète de type 1. Et donc, cette étude sera sur 3 grandes étapes. Tout d'abord, la cinétique d'évolution des anti-GAD, et puis on va réaliser un dosage des anti-GAD, et dernièrement, une étude clinico-biologique qui est basée sur des critères d'inclusion, tels que la tranche d'âge, des signes cliniques et les bilans biologiques également. Merci Aziz d'abord de m'avoir invité. Je voulais tous vous féliciter quand même pour vos présentations de ce matin, et puis aussi pour ce qu'on a entendu depuis 2 jours au congrès, enfin pour ceux qui ont fait des présentations, parce que clairement c'est d'abord c'est extrêmement intéressant, et puis vous faites des projets passionnants, et donc j'espère que vous allez prendre plaisir dans la recherche dans les années à venir qui vont vous accompagner. Donc Aziz m'a demandé, et je voulais aussi remercier tous vos professeurs, parce que d'abord ils nous supportent nous régulièrement dans nos demandes, et on a besoin de ça, on a besoin de biopsie, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, et c'est toujours avec un grand, en tout cas on le ressent comme ça nous à Paris ou à New York, c'est toujours avec, on sent tous les efforts que vous faites pour nous, et donc on voulait aussi vous remercier, parce que c'est fondamental. Donc voilà, Aziz m'a demandé de vous parler de comment démarrer un projet de recherche. Donc il faut que ce soit extrêmement interactif, parce que ça n'a un intérêt, je peux vous donner les grandes lignes, mais les grandes lignes c'est tel que moi je les perçois. C'est important que vous me posiez aussi là, ce matin, toutes les questions qui vous viennent en tête, si je ne suis pas claire, enfin si ça ne vous paraît pas clair, ou surtout si vous trouvez que ça ne correspond pas forcément à votre réalité, à vous. Donc vraiment n'hésitez pas à m'interrompre, alors pas tous en même temps, parce que sinon ça va être un peu compliqué, mais n'hésitez pas à me faire signe, et on essaiera de répondre, j'essaierai de répondre à vos questions le mieux possible. Alors, voilà. Donc, la première étape, quel projet? Alors, à votre avis, comme ça, vous arrivez dans un labo. Alors, vu que vous êtes en master ou en début de thèse, en général, vous avez vos professeurs. Moi, ça a été Jean-Laurent Casanova quand je suis arrivée, qui m'a dit, voilà, tu vas faire ça. Mais à votre avis, comment leur est venue l'idée de, tu vas faire ça, ou vous allez faire ça? À votre avis? Un besoin. Voilà, une question qui n'a pas de réponse. Et donc, en général, cette question, elle vient de quoi? Oui. D'infection, mais donc d'une observation, en fait. Et, alors, j'ai fait les diapos en anglais, hein, comme c'était la règle. Donc, alors, pour nous tous, enfin vous comme moi, on travaille donc sur des questions de maladies infectieuses et de prédispositions génétiques. Donc j'ai essayé de rester dans des exemples qui correspondaient à notre réalité. Donc c'est en général à partir d'une observation clinique spécifique. Alors qui peut être de différentes natures. Par exemple, des patients qu'on vaccine contre la tuberculose, donc par le BCG, et qui, au lieu d'être protégés contre la tuberculose, vont développer une BCG disséminée. C'est quand même pas tout à fait l'effet attendu de la vaccination. Donc c'est une observation particulière, spécifique, et qui fait se poser des questions. Ça peut être aussi certains microbes qui ne sont pas du tout responsables de maladies chez des individus immunocompétents, qui, par exemple les bêta-HPV, nous sommes tous séropositifs pour les bêta-HPV, nous ne développons aucune manifestation clinique, et pourtant des patients extrêmement rares vont, eux, avoir une manifestation clinique relativement conséquente, on va dire. Ou un virus commun, on est tous infectés. Je vous donne, excusez-moi, des exemples, c'est juste pour essayer d'illustrer, de vous faire comprendre le point. L'herpès, on connaît tous l'herpès, on va faire des boutons de fièvre, ou pas. Et pourtant, des enfants, quand ils rencontrent l'herpès la première fois, vont développer une encéphalite herpétique. C'est pas du tout commun, c'est rare, c'est extrêmement sévère. Or, comme 90% de la population a rencontré le virus de l'herpès, c'est donc a priori pas le virus qui est devenu beaucoup plus agressif, sinon on aurait une épidémie temporelle et spatiale. Or, en général, ce sont souvent des cas isolés, c'est-à-dire qu'il y a un cas par ici, il y a un cas par là, mais il n'y a pas tout d'un coup, à Casablanca, 30 cas d'encéphalite herpétique en même temps. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que ce soit jamais arrivé. Et donc, là aussi, c'est une observation particulière clinique qui fait se poser des questions aux cliniciens et qui, bien sûr, fait qu'il va vouloir
comprendre pourquoi ce patient développait telle manifestation clinique. Du coup, suite à cette première observation, la première étape, c'est un travail qu'on aime tous faire en même temps, qui est toujours un peu pénible, qui est la recherche bibliographique. Et quand on voit une observation atypique dans son vécu de clinicien ou, donc moi je suis pas médecin, donc je ne vois pas de patients, c'est Jean-Laurent qui les voit, ou Capucine, Picard. Donc pour eux c'est atypique, donc il va falloir qu'on fasse là un vrai travail de recherche bibliographique pour vérifier est-ce que c'est atypique dans notre histoire à nous de cliniciens, enfin à vous de cliniciens, ou est-ce que c'est une histoire relativement rare en général ? Parce que ça peut être rare au Maroc et extrêmement fréquent en France, par exemple, ou l'inverse. Donc faire d'abord une recherche biblio et un travail vraiment exhaustif. Quand vous allez au niveau de la manifestation clinique, enfin Nizar, je parle sous ton contrôle, hein, tu peux me corriger si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Il faut vraiment là faire un travail exhaustif sur les descriptions cliniques de cette observation qui vous a semblé atypique. Parce que ça va vous permettre de vérifier est-ce que c'est rare ou est-ce que c'est commun, de manière générale ou de manière spécifique à une zone géographique. Est-ce que c'est isolé ou est-ce que c'est associé toujours avec d'autres maladies? C'est pas du tout la même chose si c'est une maladie isolée ou associée à des tas, pour comparer, les déficits immunitaires combinés sévères, ça va être en général des multiples infections à de multiples pathogènes, versus l'encéphalite herpétique, c'est isolé. Les patients font en général une encéphalite herpétique, ne font rien d'autre comme maladie infectieuse. Donc vraiment, se renseigner sur cette observation clinique qui vous a surpris, merci, frappé. Est-ce que c'est donc rare ou commun, isolé ou associé avec d'autres maladies? Est-ce que c'est des maladies, est-ce que c'est reporté dans le monde entier ou est-ce qu'en fait il n'y a que des cas reportés dans une zone géographique particulière? Et est-ce que c'est déjà associé, puis on s'intéresse au déficit immunitaire quand même, est-ce que ça a déjà été associé à des déficits immunitaires connus? Exemple, l'encéphalite herpétique, ce n'est un patient qui a un SPID, donc un déficit immunitaire combiné sévère, pardon, ne fait pas d'encéphalite herpétique. Donc on pourrait penser qu'une encéphalite herpétique ne va pas être liée à un déficit immunitaire. Toutes les maladies que vous nous avez montrées ce matin, vous vous intéressez bien sûr, vous, aux données épidémiologiques marocaines ou du Maghreb, qui existent ou qui n'existent pas de manière très parcellaire, et vous allez les compléter. Mais donc, c'est des données vraiment très importantes. Donc, ce que vous faites, une partie d'entre vous qui a présenté ce matin, vous allez faire un travail de recherche qui est extrêmement important, parce que ça permet derrière de bien poser les questions pour aller plus loin dans la compréhension et dans l'approche génétique et ou fonctionnelle et physiopathologique, en fait. Donc vraiment ce travail d'épidémiologie que vous êtes en train de lancer pour certains d'entre vous est un travail fondamental. Enfin, il y a une corrélation entre le phénotype clinique et le génotype. C'est pas toujours parfait. Il y a des gènes pour lesquels c'est pas parfait, mais c'est vraiment quand même le BA. Vérifier si la mutation que vous avez identifiée, est-ce qu'elle a déjà été rapportée, soit dans la maladie, et là dans ces cas-là vous êtes à peu près sûr que c'est la bonne mutation, soit elle a été rapportée dans les bases de données d'études de polymorphisme. Et là, il est vraiment important que vous vérifiez la fréquence. Est-ce que c'est très fréquent, pas fréquent? Parce que si c'est très fréquent et que votre maladie est rare, il y a de bonnes chances que ce soit pas le bon. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, et après, bien sûr, vous travaillez comme là, bon, si vous, pour la plupart, vous allez étudier des gènes déjà connus. Donc, vérifier si les mutations ont déjà été rapportées ou pas. Essayez de réfléchir aussi à comment cette nouvelle mutation, est-ce qu'elle peut impacter la fonction? L'interféron gamma récepteur, une mutation qui est plutôt dans le domaine extracellulaire, est-ce que ça va jouer sur le binding avec l'interféron gamma? Si c'est en intracellulaire, est-ce que ça va jouer sur le signaling? Donc vous devez aussi la bien connaître. Quand vous vous intéressez à un gène donné, vous devez bien connaître la littérature sur ce gène. Donc vous devez savoir, voilà, sur une protéine de 190 aminés, quelle est la partie, un récepteur, quelle est la partie extracellulaire, transmembranaire, intracellulaire. Vous devez tout savoir du gène sur lequel vous travaillez. Alors l'interféron gamma, c'est un problème, parce qu'il y a beaucoup de littérature sur l'interféron gamma. Mais vous devez... Et j'arrête. Je vais perdre mon départ. Et donc ensuite, voilà, pour faire un projet de recherche, mais bon là c'est encore plus loin, vous allez devoir valider que la mutation, elle a un impact. Donc il faut d'abord vérifier, est-ce qu'au niveau du messager, l'expression est normale ou pas? Est-ce qu'au niveau de la protéine, est-ce que l'expression est normale ou pas?
Le fait que l'expression de la protéine soit normale malgré la mutation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un défaut fonctionnel. Par contre, si vous n'avez pas d'expression, vous êtes quasiment sûr qu'il n'y aura pas de fonction. Donc ça, c'est quand même plus facile. Et donc, pour la fonction, alors je n'ai pas pu vous donner d'exemple précis parce que ça va dépendre de ce que vous avez trouvé. Interféron gamma récepteur, on met de l'interféron gamma sur les cellules et puis on regarde s'il y a de la réponse ou s'il n'y a pas de réponse. L'IL-12, l'IL-12P40, on regarde s'il est capable d'être produit ou pas d'être produit. Statin, on regarde si après stimulation par l'interféron gamma ou d'autres, est-ce qu'il y a une translocation dans le noyau ou est-ce qu'il y a une induction de gène. TLR3, on va regarder si ça induit les interférons, etc. Donc après, ça va vraiment dépendre du gène. Donc, je ne pouvais pas vous donner des exemples précis à tous, mais ça va vraiment dépendre de la nature du gène et aussi de la nature de la mutation. Parce que voilà, par exemple, pour l'interféron gamma récepteur, si c'est une mutation en extra, on va s'attendre plutôt à un défaut de fixation éventuellement de l'interféron gamma, donc éventuellement il faudra faire des études de fixation. Peut-être pas, peut-être. Et ça va dépendre si c'est des défauts complets ou des défauts partiels. Mais toujours, là aussi, pensez à vos contrôles positifs et négatifs. Sur beaucoup de gènes sur lesquels vous avez travaillé, il y a déjà des patients qui ont été décrits, donc n'hésitez pas à inclure, non seulement n'hésitez pas, mais vous devez inclure des cellules des patients déjà, enfin, des cellules déjà déficientes pour avoir votre contrôle négatif, par exemple. Ou si vous n'avez jamais testé un anticorps pour une nouvelle protéine ou pour une protéine connue. N'hésitez pas aussi à faire des expériences de surexpression pour avoir un contrôle positif. C'est fondamental. C'est comme ça qu'on construit un projet de recherche, en fait. C'est en essayant de, sur une grande question générale, de le subdiviser d'abord sur la partie clinique, puis les hypothèses génétiques, et ensuite la validation fonctionnelle. Et je pense à Zid. Voilà. Parce que l'objectif pour tout le monde, voilà, l'objectif pour tout le monde, c'est quand même d'arriver à la physiopathologie. L'histoire clinique qui est réelle au Maghreb, en France, au Maghreb, en monde en particulier, mais après, de comprendre pourquoi cette maladie, pourquoi ce défaut génétique est responsable de cette maladie, et ensuite pouvoir aller à la thérapie. Voilà, et je vous remercie.